Bon, on vous propose donc de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la question des matériaux biosourcés. De quoi parle-t-on? Alors, en fait, il n'existe actuellement qu'une définition réglementaire de matériaux biosourcés qui est issue du label bâtiment biosourcé qui date de 2012, qui dit qu'un matériau biosourcé est une matière issue de la biomasse végétale ou animale pouvant être utilisée comme matière première dans les produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction d'un bâtiment. Voilà, donc plus récemment, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte les mentionne à nouveau, donc en encourageant l'utilisation. Mais voilà, d'un point de vue réglementaire, ça s'arrête là. Il n'y a pas donc d'ailleurs que le bâtiment qui peut utiliser ces matériaux biosourcés. Vous avez aussi des ponts à faire avec la plasturgie ou la cosmétique. On le verra, certains pôles d'excellence s'en occupent sur le territoire régional. Je pense à VG-Police en disant ça. Donc pour les bâtiments, les matériaux biosourcés, on peut les utiliser aussi bien dans le gros œuvre, le second œuvre et les finitions. Donc ça, ce sont les trois étapes un peu clés du bâtiment. Parenthèse, soit dit en passant, on a aussi, donc je parle de biosourcés, mais il faut savoir qu'on a aussi souvent les géosourcés, donc les matériaux géosourcés qui accompagnent assez souvent les matériaux biosourcés, c'est la terre notamment, et la chaux, qui rentrent, on verra, souvent en association avec nos matériaux biosourcés. Donc les matériaux en question, bon, on l'a dit, le bois bien évidemment, Florence reviendra longuement dessus, la paille de céréales en botte, le chanvre, donc je viens d'évoquer, lui sous forme de béton ou de laine ou encore de panneaux rigides, le lin de la même façon, et d'ailleurs sont souvent tous les deux associés, lin et chanvre. En Vendée, c'est ce qu'ils font. La Cavac, par exemple, travaille sur un produit qui mélange ces deux matériaux. On a aussi, donc, du côté, par exemple, de Loches-Montrésor en Indre-et-Loire, tout un travail autour du colza et du tournesol, associé à la terre, donc j'en parlais un instant. Et dans d'autres régions, on peut travailler avec la balle et les pailles de riz, par exemple, en Camargue, ou encore avec les pailles de lavande dans la Drôme. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Le secteur bâti, c'est quand même un secteur qui pèse lourd dans l'économie française, quand même 8% du PIB national, ce qui représente 10% de la population active en région. Donc c'est quand même un gros secteur. D'ailleurs, on dit souvent quand le bâtiment va, tout va, et l'inverse aussi. C'est un secteur où les innovations sont quand même courantes. Dans les produits, on a de plus en plus de produits composites, de produits à dit bas carbone, des innovations dans les méthodes. Donc on pense plutôt à de la préfabrication. Donc nous, pour la filière bois, on est quand même très habitués au fait, mais dans les autres secteurs, ça se développe aussi de plus en plus. On travaille aussi sur l'optimisation des chantiers maintenant dans l'innovation, en termes d'innovation, comment raccourcir les délais de chantier, optimiser les déchets, optimiser, voilà, tout un tas de choses. Et la gestion des ouvrages, donc là on pense plutôt à la maintenance, voilà, après la construction, comment bien maîtriser cette maintenance, et on parle plutôt de pilotage, et notamment avec la maquette numérique, maintenant on arrive à contrôler vraiment point par point jusqu'à l'utilisation du bâtiment, tout ce qu'il faut. Et donc en termes d'impact, pareil, comme il pèse lourd dans l'économie, les impacts environnementaux sont aussi forts, 43% de l'énergie finale par an. Donc juste un petit moment de définition, l'énergie finale, c'est vraiment l'énergie que vous avez à votre compteur chez vous. Derrière, il y a toute l'énergie qu'il faut pour vous fournir cette énergie. Donc derrière, c'est pas juste ce que vous avez à votre compteur, c'est x2 ou fois en fonction des types d'énergie, soit l'électricité, soit le bois, voilà, c'est pas le même niveau de consommation. 34% des gaz à effet de serre, donc on estime plutôt 24% sur l'usage et 10% sur la construction. 50% des ressources naturelles, donc on consomme 50% des ressources naturelles par an. 50% de déchets produits aussi. Donc vous voyez que c'est quand même de très forts impacts. Quand on parlait d'économie circulaire tout à l'heure, là il y a des gros efforts à faire. Ou utiliser le matériau biosourcé. Et 1,7% des surfaces agricoles et naturelles qui sont grignotées par an, alors par le bâtiment ou par les aménagements et les infrastructures. Donc c'est aussi important. Voilà, donc après on met en place, ça change un peu, on limite maintenant le phénomène d'artificialisation, mais voilà aujourd'hui un peu le constat. Donc les impacts, voilà, c'est l'effet de serre et les changements climatiques. D'ailleurs on a les petites étiquettes maintenant dans les bâtiments qui nous permettent de nous projeter.
et la pression sur les ressources, quoi. On entend parler du sable qui diminue. Face à ces impacts, je le disais tout à l'heure, les matériaux biosourcés sont intéressants pour y faire face, tant ils demeurent donc, moins gourmands énergétiquement, aussi bien au moment de l'extraction de la matière première que de sa transformation ou encore de sa mise en œuvre. On reviendra là-dessus un peu plus tard. Ils sont bien évidemment, donc, on l'a dit, moins émetteurs de gaz à effet de serre, et en plus ils sont en mesure de stocker du carbone jusqu'à donc au démantèlement de la construction. Et puis, point important, ils sont renouvelables. Ça, c'est là aussi, par rapport à la thématique qui est évoquée en plénière, on comprend que ça a son importance. Les objectifs pour le secteur bâti, on regarde tout ça. Alors, en France, la prise en compte de ces questions-là, elle naît en gros avec le choc pétrolier de 1973 et des premières réglementations thermiques, donc de 1974 jusqu'à 2012. Avec donc l'ambition de réduire les consommations énergétiques donc des bâtiments neufs, je précise bien, les RT c'est sur le neuf. Le gros travail aujourd'hui maintenant, il est sur les énergies contenues dans la construction en tant que telle. Et c'est normalement l'ambition de la prochaine réglementation thermique qui s'appelle, elle, Réglementation environnementale 2020. Elle intègre notamment le label donc, E+C-, donc énergie positive réduction de carbone. Là aussi, je pense que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais la nouveauté de ce label, c'est que, je veux dire, il prend en considération le coût carbone de la construction. Donc c'est quand même assez nouveau et on va pouvoir travailler sur ce tableau, cette fameuse énergie grise à la construction. Évidemment, l'enjeu de tout ça, c'est également de diminuer notre consommation de matières premières fossiles, donc qui sont, elles, fortement émettrices de gaz à effet de serre. Donc l'alternative, là, se pose, si vous voulez, avec les matériaux d'origine végétale ou animale. Alors, si eux sont intéressants de ce côté-là, il faut quand même avoir une grosse vigilance sur la rationalisation de leur usage, et notamment que ça ne puisse pas rentrer en concurrence d'usage avec les terres agricoles dédiées à l'alimentaire. Pour la filière bois, le fonctionnement est un peu différent. C'est-à-dire que la sylviculture, elle fait pousser des arbres pour du bois d'œuvre. Donc le bois d'œuvre, c'est vraiment le bois de charpente, le bois pour le mobilier, pour les menuisiers. Et c'est les coproduits de cette sylviculture qui vont donner du bois énergie, du bois de trituration pour la papeterie ou pour les panneaux. Donc on a une démarche un petit peu différente, mais finalement complémentaire en fait. L'intérêt des matériaux biosourcés, c'est qu'ils répondent un peu à tous les enjeux, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des ressources renouvelables. Tout à l'heure on parlait d'impact sur la ressource, on parlait d'impact sur les déchets. Là, comme on est quelque part dans une ressource renouvelable, on fait le lien avec l'économie circulaire, puisque du coup, en tout cas pour le bois, mais pour le reste aussi, c'est-à-dire que le bois, quand on l'a coupé, il repousse derrière, les pailles, les blés, c'est pareil. Enfin voilà. Donc du coup, on est vraiment dans cette optique de renouvellement. Et voilà. Alors avec l'économie circulaire, c'est sûr qu'on ne réutilise pas toujours les mêmes, mais en tout cas dans le bois, on peut réutiliser des vieux bois pour renouveler une nouvelle charpente, ou à terme pour du bois énergie, ou pour du paillage, ou pour plein d'usages. Donc on a vraiment cette dynamique de renouvellement qui est vraiment très particulière à la filière bois et aux matériaux biosourcés. Le stockage carbone, donc là, cours de sciences nat de lycée, la photosynthèse, pour pousser une plante, un arbre, capte le CO2 et le conserve durablement en fait. Quand on l'abat un arbre ou une plante, le carbone reste dans le matériau. Quand on le met en œuvre, il reste encore dans le matériau. Le seul moment où le carbone capté peut être dégagé, c'est soit en le laissant pourrir, se biodégrader, soit en le brûlant dans l'énergie. Donc du coup, c'est un cercle, en tout cas peut-être pas vertueux, mais nul, quoi. C'est-à-dire qu'on stocke et quand on le dégage à terme, on l'aura capté de manière quand même assez durable pendant 50 ou 100 ans que la durée de vie d'un bâtiment. Et les circuits courts, là aussi, on est quand même sur des territoires où on a, en tout cas en région centre, mais globalement en France, on a du bois, on a de la paille, on a du chanvre, vous voyez, on parlait tout à l'heure en Camargue, ça va être le riz, en PACA, ça va être la lavande. Vous voyez, on peut s'adapter avec les filières et les ressources qu'on a localement. Là, on a comparé 3 systèmes constructifs, donc béton armé, polystyrène,
un peu le standard du standard, malheureusement. Donc en bleu, vous avez la structure, en orange, c'est l'isolation, et en marron-gris, les revêtements. Donc vous voyez bien la différence d'impact entre voilà, le béton armé, l'ossature bois, fibre de bois, non mais c'est bien, là je pense qu'on voit bien, et l'ossature bois, caisson de paille. Donc voilà, il y a la structure béton, bah, elle expose tout, l'isolation polystyrène, on n'en parle même pas, et le revêtement, à la limite, revêtement pour le traditionnel n'est pas trop impactant. Il est un peu plus sur la partie ossature bois et paille ou fibre de bois. Mais globalement, on peut dire quand même que quand on a des solutions biosourcées, elles sont quand même 2 fois moins impactantes qu'une solution traditionnelle béton polystyrène. Sur donc, les intérêts de la paille en tant que telle comme matériau, bon, bah, c'est un matériau donc, local et économique, là on vient de le voir. C'est un excellent bilan carbone et c'est très faible en énergie grise parce que, en fait, vu que c'est une production dédiée aux céréales, bah, on n'intègre pas le coût de l'extraction dans le matériau en fait, puisqu'il était déjà attribué au grain. Donc c'est très intéressant de ce point de vue. C'est un excellent isolant thermique, donc bien sûr méphonique aussi. Hein. On a des cas, une salle de concert à Marseille, à la Friche Belle de Mai par exemple, qui a une acoustique absolument géniale. Et enfin, c'est un excellent régulateur hygrothermique, donc ça veut dire que les migrations de vapeur d'eau, là je pense que je vous apprendrai rien, se font très bien dans les murs. Voilà. Au niveau donc de la mise en œuvre, je vous le disais, ça s'est grandement développé ces dernières années. Alors, il faut savoir que la construction paille s'est dotée de règles professionnelles de construction, donc considérant là la paille comme un isolant de remplissage et un support d'enduit. Pour le chanvre, alors le chanvre là c'est toute autre chose, c'est une production très confidentielle par rapport aux millions d'hectares que je vous ai évoqués tout à l'heure. Là, on est entre 300 et 500 hectares hein, de surface cultivée, donc c'est tout petit. Au niveau de l'usage, là aussi, c'est assez confidentiel avec du chanvre, en tout cas produit en région. C'est assez rare. Hein. Globalement, le chanvre qui est utilisé sur les chantiers en région, il vient d'autres régions, soit voisines, soit un peu plus loin, Rhône-Alpes ou autre. Mais voilà, donc faut avoir conscience que ça c'est en émergence. Il y a pas on n'est pas sur du tout les mêmes chiffres que la paille. Entre le moment où on le fauche et le moment où on le met en œuvre, il y a des étapes de transformation. Donc il y a une première transformation qui consiste au défibrage de la tige de chanvre. Donc, hein, tout le reste on enlève, on garde que la tige, on la défibre, ça donne de la laine d'un côté, de la chaîne-vote de l'eau. Donc la chaîne-vote, vous voyez ces petites paillettes ça fait un peu de paillettes de bois, donc là je ne sais pas si vous connaissez tous ces produits-là. Avec ça on fait plutôt des bétons de chanvre mélangés avec de la chaux. On peut aussi les mélanger avec de la terre, ça existe, de plus en plus d'entreprises le font. Et avec ça on peut mettre soit en vrac comme ça en voie sèche, donc dans des caissons, soit l'emmener en deuxième transformation, et là j'y viens, pour en faire des laines, des panneaux de laine ou des rouleaux classiques de rouleaux isolants, donc en laine de chanvre, souvent mélangés avec du lin. Les intérêts du chanvre en tant que tel, donc là aussi c'est une ressource qui est annuellement renouvelable, hein, voilà, on la coupe, on la fait repousser, et qui permet donc une diversification économique pour les agriculteurs, c'est un plus. Du coup, le chanvre c'est une culture peu gourmande en eau et qui nécessite aucun intrant chimique, donc ça c'est très intéressant de ce point de vue-là, et c'est aussi, comme la paille, un excellent stockeur de carbone. Au niveau de la mise en œuvre, là c'est beaucoup plus avancé que la production en France. On a aussi des règles professionnelles qui s'appellent les règles professionnelles d'exécution et d'ouvrage en béton de chanvre. Avec, vous pouvez faire des murs, des cloisons, des sols, des planchers et de l'isolation en toiture aussi, et des enduits fibrés tout simplement. Et le lin, là aussi, le lin, il y en a pas mal de produits en région centre, dans l'Eure-et-Loire notamment, mais c'est du lin oléagineux et ça donne pas une paille très intéressante pour la construction. Donc pour l'instant, là aussi, c'est en suspens, mais c'est des pistes d'avancement. Alors le hic, il y a un changement de culture. Déjà, même si c'était des techniques ancestrales, on les a oubliées, hein, la modernité est venue et puis voilà. Et après, plus concrètement, il y a quand même aussi des changements de pratique parce que ce soit pour la paille, que ce soit pour le chanvre ou même pour la fibre de bois, c'est pas les mêmes outils, c'est pas les mêmes techniques forcément de pose. Enfin, moi, si je me place du point de vue bois, le bois, c'est la structure, hein, il marche à tous les coups, donc voilà, ça c'est cool. Mais pour passer à la paille, il faut s'adapter à la taille de la botte de paille. On ne peut plus garder les mêmes anthrax. Si on met du chanvre ou de la laine de bois, il faut le couteau adapté pour couper ces laines parce que ce n'est pas les mêmes fibres. Donc tout simplement, les outils traditionnels ne sont pas complètement adaptés. Ils fonctionnent, mais c'est beaucoup plus pénible et donc voilà.
Et ça, il faut l'amener dans les entreprises, quoi. Il faut que la preuve par l'exemple, en fait. Il n'y a pas d'autre secret. On parle d'innovation produit et méthode. Aujourd'hui, pour travailler dans le bâtiment, il faut quand même des produits certifiés, estampillés. Donc derrière, il y a de la recherche, il y a de l'accréditation à obtenir. Donc c'est aussi ça qui peut être un frein. Et puis voilà, sur les territoires, il faut que ça soit porté, on l'a déjà dit tout à l'heure, hein, les démarches aussi, il faut qu'elles soient portées par les territoires et soutenues. Si on n'accompagne pas un champ de chambre, bah, forcément ça va faire rire, j'imagine. Quand une chambre s'installe dans un champ, les gens qui roulent autour, ils disent bah, c'est quoi qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Bah, si le territoire soutient et communique, tout de suite ça passe mieux et derrière on développe, on accompagne un peu. Voilà. Et puis après, tout au long d'un projet, ça, on peut vous expliquer justement sur la diapo d'après, c'est notre rôle à Envirobat et à Arbocentre d'accompagner les porteurs de projets à tout moment, dès qu'il peut y avoir des questions, des interrogations, des freins ou des volontés. Au sein des filières, donc je parlais de Rosobrenne tout à l'heure, je vais parler d'Accorpaille et des Merchanvres. Accorpaille, c'est l'agence pour la conception, la construction d'ouvrages et la rénovation thermique en paille. Qui est le fruit de 10 ans de travail, même d'un peu plus de 10 ans de travail. Leur boulot à Accorpaille, c'est d'accompagner les maîtres d'ouvrage et les professionnels de la construction, aussi bien par de l'assistance à maîtrise d'ouvrage que de la formation ou du sourcing. Donc c'est un travail qui a notamment permis la construction de gymnases ou de lycées, par exemple, sur la région. Donc c'est un travail important pour la filière paille. Concernant les Merchanvres, là c'est un travail en cours. En gros, les Merchanvres, l'idée c'est de créer une dynamique collective pour l'émergence et la structuration d'une filière chanvre en région Centre-Val de Loire. Ça regroupe aussi bien des acteurs du bâtiment que des agriculteurs. Et en gros, ça vise aussi bien une connaissance fine des acteurs et des pratiques de la culture et à la mise en œuvre. Et ça a l'ambition donc de définir un véritable plan d'action pour la filière chanvre. Voilà, de sorte à ce qu'on puisse un jour produire localement un peu plus qu'aujourd'hui et utiliser sur nos chantiers en région ce type de produit.